On entend beaucoup parler de French bashing, de sentiment anti-français, anti-occidental, un peu comme si c'était un phénomène spontané ou né dans l'esprit embué de quelques milliers de jeunes subsahariens frustrés, mal informés, aigris, jaloux et manipulés par Moscou. Des jeunes égarés à qui il faut faire la leçon, qu'il faut désintoxiquer. Pas si sûr que cela. Ceci est un raccourci qui ne contribue pas à rapprocher les positions et à faire baisser cette tension qui n'est bénéfique ni pour l'Occident ni pour l'Afrique. Une bonne compréhension, un réchauffement des relations ne peut s'appuyer sur les seules conséquences en ignorant superbement les causes du mal. Au-delà du lourd passif hérité d'abord de la violente traite négrière, qui a laissé des traces, des blessures profondes, qui a chosifié et avilé le noir pendant des siècles, qui a durablement installé un sentiment d'injustice, puis de la colonisation qui a divisé, morcelé et contribué à piller le continent noir, et de l'actuel néocolonialisme qui continue plus insidieusement de le spolier à travers des contrats léonins hérités de la colonisation, qui donnent la part belle aux firmes occidentales dans leurs anciennes colonies. Il s'agit aujourd'hui non pas de parler de compensation ou de réparation, mais d'instaurer une nouvelle relation, de mettre un terme à ce rapport malsain empreint de mensonges. Il faut construire un nouveau modèle de lien. Après tous ces faits historiques, où l'Occident n'a pas vraiment brillé par son humanisme, par son respect de l'homme, par sa correction, par sa justice, il s'agit maintenant d'établir un langage de vérité dans le respect. Le moment est le bon pour un dialogue étroit, respectueux et confiant sur tous les sujets. Justement, mettons-nous à table, sans rancœur et sans colère. Parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver. Alors, ceci passe par une réelle écoute. Or, le langage semble malheureusement n'avoir pas beaucoup évolué. Elle avait espéré que la nouvelle génération, celle des Européens, qui n'ont pas forcément vécu la colonisation, celle des Occidentaux, qui ont fait les mêmes écoles avec eux, comprendraient cette exigence de respect et de considération. Et pourtant, je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias, des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. C'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier et en République centrafricaine et au Mali. Et partout, ce schéma prospère ou aura à prospérer. Waouh! Chacun a écouté le conseil aux naïfs, aux neuneux, qui n'ont pas vu l'offensive de l'ogre russe, qui ne pensent qu'à ses intérêts, qui menace l'Afrique, qui violente tout le monde sur son passage, qui tue sans discernement dans nos villages. Ces propos suscitent évidemment plusieurs réactions dans la population africaine en général et dans la jeunesse subsaharienne et sa diaspora en particulier. Est-ce vraiment le ton à adopter avec des Africains que l'on considère comme des partenaires, comme des égaux? Est-ce que cette leçon n'est pas un peu déplacée devant un monde, un parterre des gens qui ont une vision tout aussi ouverte sur le monde? N'ont-ils pas la capacité de juger avec qui ils veulent discuter ou non? Est-ce que ce discours paternaliste ne contribue pas plutôt à rendre les Russes plus séduisants finalement aux yeux des jeunes? À force de les diaboliser et de les mettre en garde contre ce danger, ne suscite-t-il pas finalement leur intérêt vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent comme le contrepoids? Qu'est-ce qui fait penser au président Macron
que les Africains ne sont pas assez matures pour avoir leur propre jugement sur la Russie? Comment peut-on prêcher Urbi et Torbi pour le multilatéralisme et demander dans le même temps aux Africains de rester avec les partenaires historiques dont les résultats sont singulièrement mauvais? Beaucoup de jeunes Africains ont piqué un fou rire en écoutant ceci. D'autres, en revanche, ont exprimé une réelle colère en se demandant si on les prenait pour des Mongols ou les demeurés. Vous aurez remarqué le pied de nez du président Paul Biya sur la question russe. Il ne se démonte pas. Il est dans le cadre des relations normales avec la Russie. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. C'est dit. Il ne compte pas modifier le cours de ses relations anciennes avec la Russie. Évidemment, sur le volet économique, le parallèle est vite établi. Surtout que le voyage était ce coup-ci, heureusement, clairement orienté économie. Les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Monsieur le Président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays? On est passé de 40% de l'économie camerounaise tenue par la France à 10%. Un recul préoccupant qui explique en partie ce déplacement au Cameroun. Peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc d'autres pays, d'autres entreprises sont venus sur ce théâtre pour proposer. Et donc, c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une concurrence accrue. Et c'est très bien. Il n'y a pas de chasse gardée. Il faut repartir à la conquête de cet important marché. C'est urgent. C'est le second volet de ce déplacement, ce qui justifie l'impressionnant parterre des chefs d'entreprise et acteurs du patronat français pendant ce bref déplacement au Cameroun et au Bénin. Une bonne chose puisqu'il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais que les règles soient claires et que le deal soit bénéfique aux deux parties. Tout ce malentendu, cette tension vient d'un discours biaisé, obsolète, hypocrite que les jeunes Africains ne veulent plus entendre. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour l'Occident, qui ne veut pas perdre sa place, de dire aux Africains, OK, on a compris, on va parler franc. Au regard de la situation, nous avons envie de commercer avec vous. Par le passé, on vous a spolié. On a passé des contrats léonins qui vous font du tort. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération. Asseyons-nous et discutons ensemble d'un New Deal gagnant-gagnant, d'égal à égal. Vous représentez un important marché avec d'importantes richesses naturelles dont le monde a besoin. Nous avons la technologie pour l'instant. Trouvons un terrain d'entente, ceci d'autant que nous nous comprenons plus aisément. C'est simple, clair et sans arrière-pensée. Le discours sur les violents et calculateurs russes ou sur des Chinois est contre-productif. Ils ne nous ont rien fait pour qu'on les déteste. Ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne les voyons pas comme des nouveaux maîtres. On ne veut pas passer d'un maître à un autre. On est en droit d'étudier leurs propositions. Celles que nous sied, on les prendra. Ne vous inquiétez pas, ils ne risquent pas de reproduire le même schéma que celui du colonisateur d'hier. Après l'expérience, avec vous, on a compris. Les jeunes Africains sont assez grands pour savoir commercer ou non
avec eux. Merci pour votre conseil. Ils sont de potentiels partenaires s'ils apportent des solutions dont l'Afrique a besoin, pas nos ennemis. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Dans le royaume des ancêtres, Nelson Mandela doit certainement déplorer le fait que ses propos n'aient pas pris une ride, puisqu'au Sénat américain, on vote des textes pour sanctionner les pays qui ne se sont pas alignés sur la position occidentale sur la question ukrainienne. En réalité, c'est cette propension à faire la leçon, à dresser les Africains contre les ennemis de l'Occident qui contribue à creuser ce fossé avec le continent noir. Il faut punir ceux qui n'ont pas fait de leurs ennemis les nôtres. C'est ainsi aussi que certains Africains, et pas des moindres, interprètent la pression que Paris continue d'exercer sur eux afin qu'ils sanctionnent le Mali qui a demandé le départ de son ambassadeur et de l'armée française. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats, parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça la réalité. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les 2 poids 2 mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. C'est fort ces propos. C'est une réalité sur le sol africain. Mais les choses ne sont pas perçues de la même façon. Mais alors, pas du tout. Et ces propos ne sont pas du tout bien accueillis. Si le but du président Emmanuel Macron était de susciter le soutien de la jeunesse africaine, aux militaires, au pouvoir au Mali, c'est réussi. Ces discours, cette pression sur les dirigeants de la CEDEAO et au-delà, cette diabolisation entretenue par la presse européenne a suscité un vrai soutien au régime en place. Elle a fait de la position d'Assimi Goïta et de ses frères d'armes un acte de courage, de libération. C'est ainsi que c'est perçu par un nombre important d'Africains et même par beaucoup de ceux qui ne sont pas des soutiens du régime militaire. En réalité, le discours d'Emmanuel Macron, même s'il le pense, est de nature à heurter l'immense majorité des Maliens et même des Africains. Le fait d'évoquer les victimes françaises, les soldats français tombés au Mali, est un élément de langage qui ne passe pas dans une Afrique qui a désormais de la mémoire. C'est vrai qu'une 50aine de soldats français sont tombés sur le sol malien pour défendre l'intégrité du territoire. C'est beaucoup et c'est déplorable. C'est triste notamment pour leurs familles qui ont perdu des êtres chers dans une guerre dont ils ne comprennent même pas souvent les enjeux. Mais dans le même temps, il ne faut pas trop souvent leur ramener cet argument, parce qu'en matière de tragédie de ce type, les Africains ont payé le prix fort pour libérer la France à chaque fois. Des dizaines de milliers dans la Première Guerre et plus encore dans la Seconde Guerre mondiale sont tombés pour la France, souvent utilisés comme de la chair à canon. On se souvient du général Mangin qui les envoyait à l'abattoir devant ses troupes. Ils sont morts pour libérer la France qu'ils ne connaissaient même pas. Pire, on les enrôlait par la force. C'était en grande majorité des gosses, des paysans que l'on a arrachés à leurs terres et à leurs familles par la force. Ce n'est pas des soldats de métier comme ceux qui se battaient au Mali et qui avaient intégré le danger de mort lié à leur profession. Ils étaient massacrés de façon la plus barbare par les Allemands. Plus grave, une centaine de survivants de cette Seconde Guerre mondiale, à qui la France devait gratitude et reconnaissance, ont été froidement abattus à Tcharoy simplement parce qu'ils réclamaient, avec un peu d'insistance, leur maigre solde. Les gens ne se portaient pas volontaires pour aller faire la guerre. Hein? Ah non, on les enrôlait de force. Ils sont partis au secours de la France. Mais la France a oublié ça en 1944. Mais les gens qui ont fait le front, qui sont revenus, qui ont demandé seulement à rentrer en position de l'opprimé, vous les massacrez comme ça parce qu'ils ont osé demander leur prime. Vous vous rendez comme c'est lâche. Ouais. Ils refusent même de reconnaître le crime en disant oui, que ces gens-là ne sont pas morts pour la France. C'est encore. Alors que c'est des Français qui les ont tués. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables.
insupportable. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu, un moment, assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Ceci invite à un peu d'humilité. En matière de reconnaissance, de gratitude, la France n'est pas un modèle sur ce coup-là, vous en conviendrez. Ceci pour expliquer pourquoi le discours d'Emmanuel Macron relatif au lourd prix payé dans la guerre au Mali n'est pas vraiment adapté. Il est plus de nature à exacerber les antagonismes. Surtout que tous rappellent les circonstances qui ont créé ce chaos dans le Sahel. L'assassinat de Muammar Kadhafi qui a déstabilisé toute la sous-région. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier, en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer, ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion, des années après, vous perdez un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes, et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ai-je compris cela ? Ce n'est pas une accusation. Ah bon ? Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, son convoi était bombardé au moment précis où il a été tué. On a de fait renversé un régime et ça a tourné au chaos. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge pour des raisons politiciennes. On a laissé tomber la Libye pour s'occuper d'autre chose. Qu'aurait-il fallu faire ? Envoyer des troupes au sol ? La Libye, c'est 6 millions d'habitants. Il fallait aider cette jeune démocratie libyenne. Notre tort, il faut bien dire qu'à partir de 2012, nous n'étions plus aux manettes gouvernementales, c'est de ne pas avoir accompagné ce processus de démocratie et on a laissé les Libyens se débrouiller eux-mêmes. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Ceci est le sentiment de toute la jeunesse africaine qui rappelle au président Macron et à tous les hommes politiques européens qui doivent arrêter de ne parler que des conséquences pour évoquer les causes profondes du mal dont souffre le Sahel aujourd'hui. L'origine du mal. Le mal est venu de la Libye. Vous le savez tous. Une vérité qui doit être plus largement diffusée auprès de l'opinion publique française, à qui on n'a jamais vraiment avoué, de façon documentée, le fait que le désordre dans le Sahel, on le doit pour l'essentiel à la France, à l'action de Nicolas Sarkozy en Libye. Et personne n'a été sanctionné, n'a été condamné pour ce crime et le désordre qu'il continue de susciter. Personne. L'auteur continue même de le revendiquer, malgré la situation actuelle en Libye et au Sahel. Franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Au regard de tous ces aveux en demi-teinte, j'allais dire de ce demi-aveu dans sa responsabilité dans l'embrasement de la Libye et par ricochet du Mali et de l'ensemble du Sahel, reconnaissez que c'était le minimum pour la France d'intervenir pour au moins stopper le feu qu'elle avait allumé. L'intervention était le minimum que Paris pouvait donc faire. Et je pense que cette réalité invite à un peu d'humilité.
Il faudrait peut-être, pour calmer les esprits, que les autorités françaises arrêtent de brandir à tout bout de champ le sacrifice consenti et qu'elles comprennent qu'il est logique que les Maliens, devant le manque de résultats, éprouvent à un moment l'envie de se tourner vers d'autres partenaires pour en finir avec cette guerre. C'est bien de stopper l'avancée des djihadistes comme elles l'ont fait. Mais la vocation des Maliens n'est pas de vivre dans un pays en guerre permanente. Une dizaine d'années de guerre, ça fait beaucoup, surtout lorsque l'on ne voit pas d'avancée. Logique donc d'envisager une autre option. Et si elle passe par des mercenaires, pourquoi pas? Et si elle passe par la cession d'une partie des ressources naturelles, pourquoi pas? Après tout, si la guerre est perdue, les ressources naturelles appartiendront de toute façon entièrement aux vainqueurs, dans leur intégralité. Dans sa situation, le Mali ne peut pas faire l'économie d'une option. Non, il s'agit de lutter pour continuer d'exister. Une guerre à mort. Une question de survie. Alors les grandes théories philosophiques n'ont vraiment plus de place. Si ça passe par la Russie, les Chinois ou même des extraterrestres, elle n'a pas à hésiter, non. C'est beaucoup trop facile pour une personne installée dans le confort de son bureau, une personne qui sait qu'à la fin de la journée, elle rentrera tranquillement, paisiblement se coucher dans son lit avec sa femme, de donner la leçon à une autre dont l'intégrité physique est menacée. Une personne qui risque de tout perdre à tout moment. Les Maliens n'ont pas un autre pays ou une autre issue. Ils n'ont que le Mali, qu'on les laisse le défendre avec qui ils veulent. Même si je pense profondément que toutes les forces sont nécessaires pour en finir avec cette hydre terroriste. La Seconde Guerre mondiale s'est soldée au bout de 6 ans par la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et quelques temps après, les Américains, les Anglais et autres sont rentrés chez eux satisfaits du travail réalisé. Ils n'ont pas refusé de quitter le territoire français ou belge. Ils n'ont manifesté aucune réticence à partir, aucune velléité à implanter leur influence dans le territoire récupéré. Mais dans le cas du Mali, une dizaine d'années après le début du conflit, rien n'a avancé. Au contraire, la situation a empiré. Et beaucoup en Afrique ont du mal à comprendre pourquoi Paris prend la mouche lorsque Bamako demande le renfort des autres. Pourquoi elle s'énerve et traîne des pieds pour partir. Lorsque devant l'incompatibilité avec les nouvelles autorités, elle s'accroche. Cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Cet argument des milices de Wagner n'en finit pas de faire sourire les cadres africains qui n'ont pas oublié les mercenaires dont la France s'est servie pendant tant d'années en Afrique, tel le très célèbre Bob Denard, qui a renversé tant et tant de régimes et qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture au Bénin, de Mathieu Kérékou. Plus récemment encore, des mercenaires ont été utilisés en Libye par les Alliés. La critique sur les mercenaires a du mal à prendre. Surtout lorsque l'on voit la horde des anciens militaires et des jeunes aventuriers partis de tous les pays d'Europe et des États-Unis pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes. Pourtant, l'Occident n'y trouve pas d'inconvénient. Ce sont visiblement les mercenaires du bien, contrairement aux affreux de Wagner qui symbolisent le mal. Il y aurait eu, selon le gouvernement ukrainien, quelques 20 000 volontaires, mais vraiment l'armée la plus hétéroclite qu'on puisse imaginer, allant des vétérans américains de la guerre d'Afghanistan à des Colombiens ou alors vraiment à des gens, un peu des hurluberlus comme il y en a tout le temps dans les cas de guerre. La Russie elle-même recourt pour le coup à de vrais mercenaires qui viennent de Libye ou de Syrie ou d'ailleurs. Soyons cohérents si l'on veut garder le contact avec la jeunesse africaine. Tenons compte du fait que, contrairement à leurs parents, ils ont accès à l'information et sont sans complexe. Ils ne croient plus au discours creux sur l'amitié. Ils ne croient pas au saint juste qui descendra du Nord pour voler à leur secours. Non. C'est peut-être là que la relation avec le Nord pêche le plus. Il faut le corriger de toute urgence en disant les choses clairement. Il ne s'agit pas de chasser les Français ou les Occidentaux en général d'Afrique. Il s'agit de repenser le lien, d'établir une nouvelle relation basée sur le respect et l'égalité. Les arguments, les leçons sur la justice internationale, sur la démocratie, qui ont toujours servi d'alibi, ne prennent plus. Surtout lorsqu'ils sont à géométrie variable comme on le voit au quotidien, avec un président qui dit lutter pour la justice internationale, pour la démocratie, et qui, pour des raisons de réel politique, reçoit en grande pompe
le prince Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite. C'est lui qui donne des instructions pour faire dissoudre un journaliste gênant dans l'acide, dans son consulat. Il a le pétrole et le gaz dont l'Occident a tant besoin en cette période de crise ukrainienne. La démocratie, on en parlera plus tard. Les chefs d'État africains l'ont tellement bien compris qu'ils ne se gênent plus pour en jouer ou pour en rire. Plus de leçons. Et donc, au fond, quel est l'objectif d'un système démocratique? C'est d'essayer d'avoir des mécanismes de représentation légitime et de se dire les gens qui décident le font au nom du peuple, avoir des représentants qui vont décider et légiférer au nom du peuple, et d'avoir de manière régulière des élections, et ensuite de trouver des mécanismes pour aller plus loin. Je dirais que les deux premiers volets, quand même, ça marche plutôt pas mal dans les démocraties occidentales. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que si ça ne marchait pas, je ne serais pas là devant vous. Et je le dis parce que, en sincérité et respect, je suis impossible au Cameroun. C'est vrai. Donc je ne peux pas non plus dire que quelqu'un aurait voulu faire ce que j'ai fait en France au Cameroun, ce n'était pas possible. Pourtant, il est bien là, devant lui, en toute cordialité. Et le président Paul Biya va en profiter, en vieux renard, pour lui passer très insidieusement, mais fermement, un message qui illustre bien le rapport d'indépendance acquis au fil du temps. Le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Observez la gêne du président Emmanuel Macron après cette réponse sans ambiguïté. En gros, je fais ce que je veux. Je reste autant que je veux au pouvoir. Et ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire et de me rappeler mon âge. Il faut dire qu'il l'avait déjà fait avec le président François Hollande, à qui il avait adressé une réponse qui continue d'alimenter les commentaires. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Fin de citation. Même situation d'indépendance ou presque dans l'étape de Cotonou au Bénin. Vous avez fait part, M. Macron, d'une volonté politique d'ouverture de la part de M. Talon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, M. Talon? Est-ce que vous envisagez la libération des leaders d'opposition, je crois, qui sont emprisonnés dans votre pays, ou le retour au Bénin de ceux qui sont en exil? Merci. C'est le président Macron qui a parlé d'ouverture. Libérer des gens qui ont commis des crimes ne relève pas pour moi de l'ouverture. Ça, je peux vous le dire. En gros, il refuse de libérer les prisonniers politiques, chose qui accompagnait souvent les déplacements des présidents français en Afrique. Le président Emmanuel Macron s'est même abstenu d'en faire un préalable. La centaine de prisonniers de l'opposition camerounaise arrêtés chez eux et incarcérés à la prison centrale de Yaoundé, les Alain Foguet et autres Bibounissa qui caressaient l'espoir que leur sort sera évoqué, ou encore ceux du Bénin tels Rekia Madougou ou encore Maître Joël Aïvo croupissent encore en prison. Pas de libération au nom d'une quelconque ouverture. Pour Emmanuel Macron, quelque peu gêné, la question russe était trop importante pour risquer d'offusquer ses dirigeants que l'on veut mettre dans son escarcelle. La cause est entendue. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce qui me paraît grave, ce qui me fait peur dans cette nouvelle offensive sur l'Afrique, puisque vous avez remarqué qu'en même temps que le président Emmanuel Macron se rendait au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui était au Congo-Brazza, en Égypte et en Ouganda. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ces propos d'Emmanuel Macron à Bissau. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avons souligné la responsabilité première
des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Même si l'on peut reprocher des choses graves à la junte malienne, même si l'on doit dénoncer les exactions des milices Wagner à partir du moment où elles sont avérées, on ne doit pas, sous ce prétexte, s'employer à diviser encore un peu plus les populations maliennes. Désigner ainsi, clairement, dans un discours officiel, les Peuls comme les nouvelles victimes du régime malien, ce n'est pas une approche saine. Elle est de nature à mettre encore un peu plus de l'huile sur le feu. Elle sert les intérêts des djihadistes que l'on dit combattre. Quel est le but d'Emmanuel Macron en tenant ce propos à Bissau devant un président d'ethnie Peul, nouveau président en exercice de la CEDEAO? Est-ce une tentative de le dresser contre les autorités de Bamako pendant son année de présidence, de l'amener à adhérer à la cause de sa communauté qui serait malmenée au Mali? N'est-ce pas une réelle faute politique lorsque l'on se souvient que Paris a souvent utilisé de façon éhontée les communautés dans certaines de ses guerres en Afrique, notamment dans le Sahel? Le président de la République française ne peut pas venir jouer le diviseur ethnique dans des pays qui ont été décoloniés. Il ne peut pas parler comme ça. Il peut évoquer les questions de droits de l'homme, mais il a le devoir de laisser parler les organisations spécialisées là-dessus. Il ne peut pas, alors que la France, justement, a eu une gouvernance coloniale qui se fondait sur la division ethnique et la subdivision ethnique des nations, il ne peut pas venir jouer à ce jeu-là. Les Peuls, c'est une communauté qui s'étend de la Guinée jusqu'en Centrafrique. C'est des gens qui sont, pour certains, sédentarisés, mais qui restent nomades, principalement éleveurs, et qui ont souvent souffert, c'est-à-dire qui ont été peu intégrés dans les États dans lesquels ils vivaient, qui ont été victimes de discrimination. Pour certains, quand les djihadistes sont apparus au Sahel, notamment au Mali, sont allés se placer sous la protection illusoire des djihadistes, puisque les États en place, les États complètement faillis, des États soutenus par la France, ne les soutenaient pas. L'attitude d'Emmanuel Macron, déjà, est dangereuse, effectivement, de pointer une communauté, mais aussi parfaitement hypocrite. En 2017-2018, la France a embauché des supplétifs dans sa lutte contre le terrorisme au Mali, qui étaient des supplétifs Touareg, de mouvement rebelle qui s'appelle le MSA et le Gassia. Des gens qui ont coopéré avec l'armée française, que l'armée française soutenait en munitions, en vivres, en machin. Ces gens-là sont allés faire des massacres contre les Peuls. À l'époque, personne n'en a parlé. Personne n'a condamné. Le chef de ce mouvement-là, du MSA, Moussa Gachar Atoumane, on lui a déroulé le tapis rouge à Paris, on n'en a pas parlé. Et là, tout d'un coup, parce que c'est les Russes, et bien sûr qu'on a raison de dénoncer les massacres des mercenaires de Wagner, notamment ce qui s'est passé fin mars à Moura, on a massacré des centaines de villageois. Mais tout d'un coup, parce que c'est les Russes, les victimes prennent de l'importance. Donc on ne voit les victimes qu'à l'aune de nos propres intérêts politiques. La vérité est têtue. Et on doit se souvenir du poids de l'histoire qui souvent nous revient comme un boomerang. On veut bien comprendre le désir de revenir au Mali de certaines puissances. Mais elle ne doit pas se faire en dressant les populations les unes contre les autres. Ceci peut avoir des conséquences graves au-delà même du Mali, puisqu'il s'agit souvent des mêmes peuples. Mais ce chapelet de critiques sur la politique africaine de la France, en particulier, et de l'Occident en général, ne doit pas masquer les carences de la diplomatie et des politiques africains, qui sont les principaux responsables de ce manque de considération qu'eux-mêmes dénoncent. Après tout, Paris et les autres nations du Nord sont dans leur rôle. Elles essaient d'étendre, comme c'est naturel et de tradition, leur hégémonie sur le reste du monde. C'est l'histoire du monde et elle dure depuis la nuit des temps. Mais que font nos responsables pour défendre leur territoire? Parfois, on a le sentiment que certains oublient combien la question malienne les concerne directement. Lorsqu'on sait la taille, l'ampleur de la menace, lorsqu'on imagine que le Mali est la seule digue qui reste avant l'invasion des barbares, lorsque l'on imagine à quelle vitesse ces 7 voisins seraient aussitôt impactés, que leur existence en tant qu'État serait directement menacée, on s'interroge de savoir pourquoi leur réaction est aussi lente, voire inexistante. On se demande pourquoi ils attendent que les autres prennent le lead dans cette bataille. Si le Mali s'effondre, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui tombe avec lui. Il n'y a qu'à regarder les attaques qui se multiplient déjà dans le nord du Togo et du Bénin. La case du voisin brûle, il est urgent d'agir, sans forcément attendre les instructions du pompier. Il me fait mal, moi, d'entendre à 6 h du matin sur les radios internationales qu'on a massacré 53 gendarmes au Burkina Faso. On tue 2 militaires en France ou en Amérique. C'est le président de la République qui va à l'aéroport pour accueillir les corps. Ils valorisent leurs forces de défense et de sécurité.
ils valorisent leurs forces de défense et de sécurité. Pourquoi nous, Africains, quel que soit votre pays, Somalie, Éthiopie, Sénégal, Gambie, Guinée, si vous entendez que 53 gendarmes burkinabés ont été massacrés, et vous savez comment ils les tuent, ils les égorgent, ils les massacrent, ils les brûlent. Vous l'apprenez, prenez votre petit déjeuner, vous allez au travail tranquillement, comme il ne s'est rien passé. Pourquoi on n'a pas marché dans nos capitales pour soutenir le Burkina Faso? Vous voyez la situation du Burkina aujourd'hui. Pourquoi on ne lève pas une armée sous-régionale ouest-africaine, aller au Burkina dire aux soldats burkinabés, au peuple burkinabé, vous êtes nous sommes vous, nous sommes là avec vous. Pourquoi on ne le fait pas? Chacun attend qu'on vienne l'attaquer dans son pays, qu'on tue au Niger, qu'on tue au Tchad, qu'on tue au Mali. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Tant qu'on n'a pas une vision stratégique de comment développer ce continent, tant qu'on continue d'aller en nord dispersé, tant qu'on continue ce que le président Abdoulaye Wade appelait la compétition ruineuse entre nous, on n'ira pas très loin. Pendant ce temps, la Chine, l'Inde, qui étaient aussi pauvres que nous, sont aujourd'hui candidats à la puissance mondiale. Pourquoi nous, Afrique? Comme disait Béchir Ben Ahmed, il dit le jour où on proclame les États-Unis d'Afrique, si c'est un lundi, le mardi, nous sommes le 4e pays du monde. Pourquoi nous ne voulons pas être le 4e pays du monde? Pourquoi nous attendons des classements 173e, 156e? Et c'est comme si nous sommes heureux dans le malheur. Il est temps de rompre avec ça. Ce n'est pas un débat entre afro-pessimistes et afro-optimistes. C'est un débat entre des inconditionnels de l'Afrique qui sont prêts à faire de ce continent ce qu'il mérite d'être, une puissance mondiale. C'est vrai que la plupart de nos dirigeants ont refusé de prendre leur destin en main, un peu comme s'ils avaient peur, comme s'ils manquaient de confiance en eux. Beaucoup ont conservé de vieux complexes et de vieux rituels. Il suffit de voir l'accueil du président français pendant sa tournée. Aucune différence avec les images des années d'avant et d'après indépendance. Les mêmes groupes de danse, les mêmes rituels, avec des femmes et enfants qui attendent l'autre sous la pluie et le soleil, et même la nuit. Pourtant, l'autre ne l'a pas demandé. Il est même parfois gêné par cet accueil un peu trop animé, un peu trop folklorique. On parle d'hospitalité africaine. Amusant, non? Pourtant, c'est presque dans l'intimité, dans la plus grande discrétion, que ces chefs d'État africains sont reçus à Paris, Londres ou Washington, en présence d'une poignée de journalistes dans l'enceinte du palais. Pas de danseurs, pas de grands titres de journaux. Il faut dire qu'ils n'étaient pas toujours aussi reçus dans une telle indifférence du public. Comme l'illustrent ces images du président Amadou Ahidjo du Cameroun en mars 1962, accueilli en grande pompe aux États-Unis d'Amérique. Admirez l'enthousiasme de cette immense foule qui l'acclame dans les rues de New York. C'était une autre époque bien révolue. À noter que pour sa tournée en Afrique au cours du mois de juillet 2022, pour la première fois, seul le président Oumarou Sissoko Embalo de Guinée-Bissau était à l'aéroport pour accueillir le président Emmanuel Macron. Est-ce le signe d'un changement de période, d'une volonté de parallélisme des formes? À suivre. Le chemin du changement est encore long et parsemé d'embûches. Aux jeunes, riches de leur savoir et de leur métissage, d'écrire leur propre histoire avec leur paradigme, avec leur code. Une chose est certaine, l'Afrique ne sera plus jamais la même. Elle refuse la condescendance, les leçons de morale et les modèles imposés. Elle a raison. Mais pour cela, il faut se faire entendre et se faire respecter par des positions claires et cohérentes, par des propositions et des stratégies concrètes. Cela ne signifie pas qu'il faut se fermer, non. Au contraire, on doit pouvoir discuter avec nos partenaires en oubliant définitivement l'idée que notre salut passera par un autre, en bannissant définitivement l'idée qu'une puissance étrangère viendra encore installer son diktat. Les Russes ne sauraient remplacer d'autres. Ils peuvent être des partenaires, mais il ne s'agit pas d'en faire des maîtres. Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont meilleurs ou pas. Il s'agit de savoir ce qu'ils peuvent apporter dans le respect et en respectant notre souveraineté et nos vieux partenariats. S'ils ne font pas une bonne offre, on leur tournera le dos. Pas besoin de brandir des grands drapeaux russes pour montrer son opposition à l'autre. Ceci donne la triste, la détestable, l'humiliante impression que l'Afrique a toujours besoin d'un maître. Non, on est ouvert à tout le monde du moment où c'est bénéfique pour le continent. Et la France fait partie des partenaires. À elle de changer de discours et de paradigme. Mais vous, jeunes, devez répondre à une question, celle qui forcera le respect. Si les autres, pourtant moins nombreux, s'intéressent tant à notre Afrique, s'ils déploient tant d'énergie, s'ils élaborent tant de stratégies pour installer leur influence sur notre continent, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir,
de nous organiser pour être les premiers acteurs, les maîtres de notre destin. Vous en avez les moyens. Il s'agit de passer de la parole à l'action. Dénoncer, c'est bien. Construire, c'est encore mieux. Je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube, Alain Foka Officiel, qui connaît un réel développement, même si je vous souhaite encore plus nombreux pour faire vivre cette chaîne qui se veut une tribune du narratif africain. Pensez à liker si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et cela me fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà plus de 420 000 abonnés en moins de 18 mois. Une fidélité qui m'encourage et me conforte dans ma démarche. Par ailleurs, vous pouvez également me retrouver sur mon compte Twitter, Alain Foka 2005, qui attend toujours la certification. Sur ma page Facebook, Alain Foka 2005. Sur mon compte TikTok, LinkedIn et Instagram, dont voici les adresses et les dénominations exactes réelles. Les autres sont des faux. Prenez le soin de regarder si vous êtes vraiment sur ces comptes. Quelques-uns n'hésitent pas, ne se gênent pas, à republier ces chroniques sur ces faux comptes à mon nom, ajoutant ainsi à la confusion. Je vous prie d'être attentifs. On est ensemble.